Oyez, oyez, pèlerines et pèlerins. Aujourd'hui, un podcast sur l'intuition et le mental. L'intuition et le mental sont les deux faces d'une même pièce. Et j'aimerais aborder avec vous l'équilibre et la notion d'équilibre entre ces deux aspects et ces deux notions que nous avons à l'intérieur de nous. Tout d'abord, je me présente si tu ne me connais pas. Je m'appelle Yalodisha Virginie, je suis accompagnatrice spirituelle métissée. J'accompagne les femmes et les hommes sur leur chemin de pèlerinage intérieur. Ce pèlerinage intérieur, c'est une invitation à se relier à son être profond afin de trouver une paix intérieure et une plénitude de l'instant, et tout en se reconnectant à plus grand que soi. L'intuition et le mental, les deux faces d'une même pièce. Comme le yin et le yang, ils ont besoin d'être en équilibre. Quand on sort de la dualité du bien et du mal qui oppose le fait de dire on a trop l'intuition ou le mental s'oppose à l'intuition et on est dans quelque chose de plus équilibré, on va regarder comment l'équilibre permet d'avoir un bon alignement. Pour toucher à cet équilibre, je vais parler d'équilibre entre l'aspect du mental, qui est la notion de réfléchir, et l'intuition, qui est notre partie qui ressent, moins rationnelle, moins argumentaire. Notre société honore le mental. Je pense, donc je suis. On n'a jamais dit je ressens, donc je suis. C'est je pense, donc je suis. Je réfléchis, donc je suis. Nous nous posons près de 1000 questions et entretenons un dialogue incessant dans notre tête. Nous connaissons très bien le mental. Mais voilà, il y a une tendance globale à changer un petit peu, à le diktat du mental commence à arriver au bout de ses limites et on commence à faire une place à l'intelligence émotionnelle, au ressenti. Parce qu'on sait aujourd'hui que le mental, le trop penser, le trop de réflexion, voilà, quand on se coupe de son intuition, on arrive en général dans des états de burn-out où on n'est que dans la tête et on oublie le corps, on oublie le reste. Le burn-out quand on arrive en situation de burn-out, c'est un moment qu'on a besoin, l'étape de la personne, c'est de revenir dans le ressenti corporel et le ressenti de son intuition, donc ce qui est juste ou pas. Mais faut-il bannir pour autant le mental ? Ça, c'est vraiment l'interrogation de ce podcast, c'est-à-dire quel est l'équilibre entre les deux. Le mental qui nous donne la connaissance, c'est le mental qui nous permet aussi de faire des études, de réfléchir, c'est vraiment ce côté cérébral. Et on est dans une société où c'est au détriment de l'intuition. Mais comment trouver ce bon niveau entre les deux ? L'intuition va nous permettre de recevoir des informations par un canal autre que le raisonnement. C'est je le sens pas. Là, j'ai pas envie d'aller, je le sens pas. Il n'y a pas quelque chose de factuel, on ne sait pas expliquer, mais il y a quelque chose comme ça corporellement qui se passe. Alors, il est plus simple de passer d'une information de l'intuition à la mouline de mental en filtrant cette information, on va l'interpréter. L'interprétation étant un petit peu la zone grise entre l'intuition et le mental, quelque chose où il y a une très grande vigilance à avoir sur ce qu'on va appeler l'interprétation, c'est-à-dire qu'on va avoir une sensation, quelque chose qui se passe comme ça, et pouf, on va passer par le mental, du coup on va l'interpréter, et vite on peut rebasculer dans le mental. J'ai une sensation, je me sens un petit peu, voilà, pas bien dans un lieu, et je vais l'interpréter, mais l'interprétation peut être véhiculée, peut être parasitée, filtrée par des peurs et toute une série de perceptions et d'histoires de qui on est, qui permettent des fois de mal traduire et de mal interpréter. Et du coup de perdre ce ressenti. C'est très délicat. L'intuition, je reviendrai, vraiment je vais insister, c'est très délicat l'intuition, de bien le percevoir, ça demande de l'entraînement.
Et ça demande effectivement de trouver ce juste équilibre. Revenons sur l'intuition. L'intuition, c'est une perception qui va passer par les 5 sens. Donc, on va pouvoir avoir une sensation corporelle. En général, ça peut être par le ventre, quelque chose comme ça, où voilà. Ouais, c'est le corps. Je vous propose un exemple personnel pour illustrer mes propos. Il y a quelque temps, j'ai une proposition professionnelle. Franchement, une hyper bonne proposition professionnelle. C'était de reprendre une activité indépendante de quelqu'un qui avait tout un groupe de clients déjà existants, dans une thématique que j'aimais beaucoup. Ma tête me dit oui, c'est exactement ce dont tu as besoin, c'est ce que tu as demandé ces derniers temps. Ça me permettait moi de gagner beaucoup de temps voilà, sur une communauté qui était déjà existante. Donc la tête, elle dit mais oui, c'est génial. Mais quand on fait la proposition, il y a un truc qui se passe au niveau de mon ventre et là c'est un gros non. Donc j'ai pris en considération le nom de mon ventre, de mes tripes. J'ai parlé des fois de l'intelligence de mes tripes. Et là, j'ai maintenu une communication entre ma tête, parce que ça paraissait très logique que ce soit une super opportunité de quelqu'un que j'apprécie, mais du coup, ça a déjà un petit peu calmé mes ardeurs. Et je me suis posée, donc, je me dis, ok, je ne me suis pas précipitée à donner une réponse, et là, j'ai demandé j'ai pris le temps en fait de ressentir et j'ai maintenu les échanges avec la personne et j'ai posé des questions très mentales de comprendre les aspects commerciaux. On était quand même sur une proposition professionnelle, donc des calculs de rentabilité, de choses comme ça, des montages financiers. Donc là, je reste dans mon mental. Je sais qu'il y a une partie de moi qui dit non et je reste dans mon mental pour faire un tableau Excel. Moi, je ne sais pas faire encore un tableau Excel avec mes tripes, mais voilà, peut-être que ça viendra. Mais en tout cas, à un moment, je fais des calculs simples, des calculs pour me dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, à un moment, j'ai fait des bêtes tableaux Excel de calcul de rentabilité et ce projet, en fait, avec des montages financiers un peu trop hasardeux. Et en fait, ma tête a compris pourquoi mes tripes, pourquoi mon ventre, pourquoi mon intuition m'ont dit non. À partir de ce moment-là, mon ventre, mes tripes m'ont dit non. Ma tête, elle dit, ouais, c'est bon, j'ai compris, c'est non. Parce que là, tu vas perdre trop de temps, parce qu'il y a trop d'embûches. En fait, c'est pas une si bonne proposition que ça. Là, il y a un alignement parfait. J'ai pu refuser la proposition en n'ayant aucun regret. Si j'avais écouté ma tête, je pense que je me serais embarquée dans quelque chose. Il n'y avait rien de grave, il n'y a pas d'erreur, mais je me serais embarquée dans quelque chose qui m'aurait potentiellement pris beaucoup trop d'énergie et je pense que j'aurais pas tenu sur le long terme. Typiquement, moi, je sais que ce type de projet, j'y serais pas arrivée. Si j'avais juste écouté mon ventre, en fait, je serais potentiellement restée avec la sensation de t'as peut-être raté une occasion en or. En étant dans l'alignement parfait, intuition mentale, corporellement, c'était ok. Et il n'y a aucun regret, il n'y a aucun doute. Je sais qu'au moment où j'ai pris cette décision-là, moi, c'était parfaitement juste. Ça ne veut pas dire qu'une autre personne qui reprend ce projet-là va pas, elle, avoir un succès. C'est ok. Mais moi, en tout cas, j'étais pas la bonne personne pour porter ce projet. Cet équilibre est important aussi au niveau spirituel. Je donne un exemple très concret, mais au niveau spirituel, il faut pouvoir laisser une place à son mental. Alors, évidemment, il ne faut pas être dicté par le mental, le but n'est pas de le lâcher et juste d'avancer avec juste son ventre, juste ses tripes sans ressentir ce qui se passe. En tout cas, c'est comme ça que ça vient pour moi. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un garant qui me protège contre la crédulité, les faux gourous, les superstitions, voilà, même des questions de foi. Est-ce que c'est aligné à ce qu'on me dit, c'est en phase avec ce que je ressens. Là, je vais illustrer mes propos avec quelque chose de très concret qui m'a énormément marqué, en fait.
Il y a en fait un reportage, une expérience qui a été faite par un réalisateur new-yorkais qui s'appelle Vikram Gandhi. Comme son nom l'indique, c'est en fait enfin, son nom ne l'indique pas, c'est un cinéaste américain, et comme son nom l'indique, c'est en fait une personne originaire, typée, originaire d'Inde. Donc il a le faciès, la couleur de peau d'une personne indienne. Il a réalisé un documentaire qui est une véritable expérience et une leçon en soi. En fait, il a consacré 6 mois de sa vie à faire du yoga et de la méditation, et il s'est laissé pousser du yoga méditation, il s'est laissé pousser les cheveux et la barbe, et il a pris l'accent, il s'est habitué à prendre l'accent typiquement indien qui parle anglais quand il parle. Il a conceptualisé et inventé une religion, en fait, pour s'inventer, à des fins de son reportage, une posture de gourou. C'est-à-dire qu'il a, il a essayé de trouver après des adeptes. Donc son expérience documentaire, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut pour devenir un gourou. Donc il a pris une tenue, donc il avait le visuel de l'Indien qui est très à la mode, avec ses beaux cheveux longs. Il ressemblait un petit peu à l'archétype, il ressemblait à Osho, qui est très, très connu, à plein d'autres guides spirituels. Donc il prend l'accent, il prend la tenue, il invente tout un monde symbolique sur du symbolisme existant. Il prend le aume qui renverse, il le bascule, ça devient une sorte de trident, il s'en fait un bâton de pèlerin. Il va faire quelque chose d'hyper fort, c'est qu'en fait il va prendre des grands slogans d'entreprises américaines, mais comme Nike par exemple, et il va les traduire en sanskrit. Donc il va créer toute une série de mantras, par exemple Just Do It, il va le traduire en sanskrit, et il va poser comme ça toute une série de mantras. Il va aussi avoir tout un discours de développement personnel, dans le documentaire, d'une banalité assez... voilà, quelque chose de très basique. Voilà. Donc il va s'imprégner aussi de ça. Et il va en fait arriver à se trouver des adeptes à sa grande surprise. Je rajoute juste une chose, c'est que Vikram à la base, c'est un très bel homme. Puis je pense que c'est pas rien. C'est un jeune homme qui a des très beaux yeux. Donc avec sa barbe, il y a quand même quelque chose de physiquement attirant dans l'homme qui peut faire déjà, je mets ce petit warning quand même, qui peut attirer toute une communauté de femmes. Mais pour revenir dans ce documentaire, il y a quelque chose de très touchant, c'est-à-dire que lui, il va trouver des adeptes. Donc lui, il sait qu'il joue, il ne se prend pas dans le... Voilà. Il va être souvent hyper mal à l'aise dans son approche, des retours, des feedbacks que les personnes vont lui faire. Il n'a pas un discours sectaire, il a vraiment un discours très ouvert. Il a même un discours qui va dire mais tu es ton propre maître. Il va inviter les gens à être leur propre gourou, mais il va quand même créer cette communauté derrière. Il y a des gens qui le suivent. Et là, c'est hyper intéressant parce que quand je dis l'équilibre mental-intuition, il a mis tout en place, tout un système pour endormir le mental et créer l'intuition. Ça, c'est vraiment ce que je veux illustrer comme propos sur la crédulité. Et ça, c'est hyper important. Donc, autant, il y a quelque chose, c'est très ambivalent comme documentaire, parce qu'autant il structure, il sait qu'il joue, il sait qu'il a inventé un personnage, mais de l'autre côté, il rencontre des humains dans lesquels il va vivre des moments de grâce et d'amour, d'énergie. Il va rencontrer des belles personnes, ce qui va de l'autre côté le gêner encore plus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce reportage aussi, c'est de regarder les adeptes. Et les adeptes, ça peut être toi et moi.
Parce qu'en fait, ces gens, ils ressentent quelque chose quand ils sont face à cet homme. Et c'est là où il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition qui les mène. C'est-à-dire, physiquement, je suis convaincue que c'est des personnes tout à fait saines d'esprit qui ressentent un véritable bien-être. Parce qu'il a créé l'ambiance autour. Il a créé une ambiance de méditation, de pratique de yoga, il y a des ambiances sonores. Il a les mots qui vont favoriser la détente et qui vont complètement t'endormir, qui vont endormir ton mental pour que tu sois complètement ouvert dans un espace intuitif, dans un espace où tu vas pouvoir ressentir quelque chose. Ça te donne une information, c'est que un moment dans ta vie profane, dans ta vie où t'es complètement à 300 à l'heure, on te crée un espace sacré avec de la détente. Ça va forcément te faire du bien. Et donc ce que les gens ont ressenti, c'est véritable. Et ils ont effectivement, c'est tellement véritable qu'ils ont baissé la garde de leur mental. Donc ça veut dire qu'ils répétaient des mantras. Ouais, just do it en fait, juste fais-le. Bah, c'est bien en fait. Mais ça n'avait ni queue ni tête, ça n'avait aucune racine spirituelle. Ce que j'ai trouvé hyper violent dans cette expérience, puis il le témoigne en toute humilité, Vikram, quand il s'attache à ces gens. Il y a un moment très touchant où ils font un cercle et où il dit, lui, il a ressenti l'amour, il ressent les énergies qui circulent, et il était tellement mal. Mais à un moment, il va quand même mettre fin à son expérience, et il va à un moment se couper les cheveux et se présenter tel qu'il est en tant que Vikram et plus... là tout de suite j'ai oublié son nom spirituel, mais il va aller voir les sujets, expliquer et témoigner du fait qu'ils ont été les sujets d'une expérience. Dans le reportage, les témoignages se font uniquement à chaud et il n'y a pas 2, 3, 4 mois après. Ça, je pense que ça aurait été hyper intéressant. En tout cas, lui dit qu'il n'a plus de contact avec les personnes. Moi, sincèrement, alors ça, c'est ma traduction, je peux imaginer la violence. Ça fait plusieurs mois que vous suivez une personne, un gourou, vous lui mettez votre confiance, vous lui attribuez toute une notion spirituelle. Il y a un sentiment de trahison qui doit être énorme. Vraiment, la sensation d'avoir été manipulé, parce que ça l'est d'une certaine manière. Et ça, on peut tous l'être. Et ce documentaire, il met en garde. Et pour moi, il illustre les propos de « tu as ton ressenti, c'est top. Tu as ton intuition, tu le mets en perspective de ton mental. » Parce qu'on peut endormir ton mental à te faire dire des mantras dont tu ne connais pas les mots, donc tu vas te répéter ton sans comprendre le sens, sans comprendre. Et moi, je peux te dire que rien que le fait de chanter des syllabes qui n'ont ni queue ni tête, vibratoirement, va forcément te faire du bien. Simplement, si toi, tu mets toute une notion spirituelle derrière, là, on n'est pas juste. Donc, toujours de bien poser des questions sur qu'est-ce qui sont proposés et attention aux mouvements spirituels où tout prend une langue un peu secrète que personne ne comprend. J'ai un peu avancé sur la question suivante qui était qu'est-ce qu'il faut retenir de ce documentaire. C'est qu'il est facile de construire un gourou et une pensée spirituelle sur des banalités. Son discours, il est... Voilà. Ne regarde pas ce que les autres font. Ça va être comme les gens sur Instagram qui vont dire « Ah, mais ne regarde pas la vie des autres sur Instagram, tout n'est pas parfait. » On le sait. Voilà. Tu es ton propre guide intérieur, oui. Par contre, c'est quel cheminement, c'est ça qui est important. Donc, dans une ambiance, dans un endormissement, une musique qui va endormir tes 5 sens et qui va en plus créer un moment pseudo-sacré dans une vie profane qui est potentiellement surmenée, ça va ne serait-ce que t'amener du calme et t'endormir et créer du ressenti. Et c'est là où j'inviterai toujours à regarder les personnes dans leur partie sacrée et dans la vie profane. Je suis une personne qui ne croit pas qu'on soit 100%
continuellement dans notre temps, dans notre quotidien, en train d'être dans une vie sacrée. C'est-à-dire que pour moi, il y a des moments. Je dis pas il est important de marcher sa parole, de rester cohérent. C'est une chose d'être cohérent, c'est une chose d'être dans des moments sacrés continuellement et 100%. Moi, en tout cas, je ne le suis pas. Et je regarderai ça chez un guide spirituel. C'est regarder le guide spirituel dans sa vie profane. Regardez Osho, c'est quelqu'un qui pouvait avoir des super discours, mais qui de l'autre côté se shootait à l'hélium. Et c'est quelqu'un qui avait un goût énorme du luxe et qui avait cette relation à l'argent très particulière, enfin en tout cas une notion du luxe où il était très peu accessible pour une élite de ses adeptes et qui, le reste de la plèvre de ses adeptes, en fait devenait constructeur de sa mégalomanie et de son sang complètement mégalomane. Là, je vais faire référence à un autre documentaire horrible qui est à voir, très bien fait, mais d'une horreur sur les gourous. C'est Worldwide Country que vous trouverez disponible sur Netflix, qui montre le gourou et l'horreur qu'il en devient quand il est dans sa vie profane. Et en plus, tout le business qu'il y a autour. Je vous donne un autre exemple. Au Brésil, il y a un énorme guérisseur qui s'appelle, mais une célébrité, qui s'appelle Jean de Dieu, João de Deus au Brésil. C'est un homme qui a fait des miracles de guérison. Et il y avait des gens du monde entier qui allaient le voir au Brésil et qui était dans sa vie sacrée vraiment quelqu'un d'une très grande notoriété et qui avait du résultat. Mais dans sa vie profane, il n'empêche que ce monsieur qui avait des milliers d'adeptes, en fait, était un violeur avec des tendances pédophiles et qu'il est aujourd'hui en prison. Il y a des gens comme ça. Il faut être vigilant. Je parlais dans un précédent podcast de Chico Xavier. Chico Xavier, c'est quelqu'un qui avait des grands dons et qui, dans sa vie profane, est resté tout au long de sa vie employé communal. Et je pense que, c'est mon interprétation, je pense que de garder cette activité toute terrestre, toute banale, lui permettait de garder les pieds sur terre. C'est ça qu'il faut regarder, c'est ça la leçon à tirer, c'est dans votre pèlerinage, gardez les pieds sur terre. Les personnes avec qui vous cheminez pour vous guider, parce que ça, il n'y a pas un sens, il peut y avoir un sens d'avoir un guide spirituel. Regardez aussi l'homme et la femme qui sont au quotidien. Est-ce qu'ils marchent leurs paroles? Et comment ils sont quand ils ne sont pas forcément dans des moments de rituels sacrés? Et regardez aussi leur zone d'ombre, parce qu'ils en ont forcément. Et c'est ok. Après, c'est vous. Est-ce que vous pouvez composer avec ces zones d'ombre ou pas? Je vais vous donner un exemple tout personnel aussi. J'avais donc mon père spirituel au Brésil qui, dans sa vie profane, il adorait les cancans. Et il se baladait, machin, dans le quartier. C'est ok, c'était sa zone d'ombre. Lui, il connaissait les cancans du quartier. Je pense qu'il en véhiculait aussi. Il aimait les histoires. Il avait ses petites vieilles qui lui parlaient de ces trucs. C'est ok. Il parlait pas des choses qui étaient en consultation avec lui. C'est les cancans de quartier de qui a versé les poubelles de quoi. Ça, c'était autre chose. C'était ok, moi, je pouvais composer avec cette zone d'ombre. Il avait aussi toujours des histoires d'amour dignes de Dallas, c'est-à-dire qu'il avait des femmes, ça n'allait pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas le bel exemple de l'homme qui est marié depuis plusieurs années. Il avait ses histoires. Pour moi, c'était qu'il avait des histoires d'amour entre adultes consentants. Il y avait des fois, il était jeté, des fois c'est lui qui jetait. Enfin, il avait ces histoires d'amour-là. Est-ce que c'était ok pour moi qu'il ait c'est quelque chose qui peut ne paraître pas stable? On est entre adultes consentants, les femmes, elles n'étaient pas maltraitées, c'était ok. Enfin, voilà, je le voyais aussi souffrir des deux côtés. C'était ok pour moi. Il ne représentait pas le modèle du couple parfait. C'était ok pour moi. En même temps, c'était touchant de le voir là. Et il y a un autre aspect que j'ai gardé avec mon père spirituel, c'est et que j'ai gardé dans mon mental, c'est le plus haut niveau d'intimité physique que j'ai eu avec lui. C'est un jour où il était malade, il n'était pas bien, je suis venue lui faire l'équivalent d'une
petite séance de réflexologie plantaire. Je lui ai massé les pieds pour qu'il aille mieux, pour que, voilà, il était tout pas bien. C'est la seule fois où on a eu un contact où je l'ai touché plus que des salutations. Et ça, c'est hyper important à garder en tête, c'est-à-dire que j'étais dans des positions de grande vulnérabilité au Brésil. J'étais souvent seule, dans des pièces isolées. Il n'a jamais eu le moindre geste déplacé. Je n'ai jamais été mal à l'aise. Toutes les séances qui demandaient des changements de posture, des bains, des choses comme ça, c'était des femmes qui venaient le faire parce que telle est la tradition, hein, mais parce qu'il a toujours respecté ça. Et je savais que j'étais en complète... Alors, il pouvait avoir ces histoires d'amour rocambolesques, mais dans la période, dans sa vie profane, quand je dormais chez lui, quand je vivais chez lui, quand j'étais dans des postures de vulnérabilité, il n'y a jamais eu le moindre geste déplacé. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, ça rassure le mental, ça donne un équilibre. Dire, ok, je sais, j'ai pu regarder ces zones d'ombre, est-ce que je suis ok? Et je le regarde non pas comme un être divin spirituel humain, je le regarde comme un homme du quotidien, un homme qui a ses aléas de la vie et qui a des moments, des énormes capacités pour créer du sacré. L'incrédulité, l'équilibre entre le mental et l'intuition permet de se prémunir de l'incrédulité, c'est-à-dire de ne pas se faire promener dans des faux courants spirituels, et je vous invite à être très vigilante. Je vous souhaite une belle expérimentation, de trouver ce fameux équilibre qui est une véritable quête en soi, une véritable vigilance. Mais je voulais remettre un petit peu l'église au milieu du village avec ce documentaire qui était très marquant, qui est un véritable... Voilà, je vous invite vraiment à voir. Je vous invite comme d'habitude à remettre en cause les propos, les expérimenter, ne pas les prendre comme parole d'évangile. Faites votre propre expérimentation. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi parce que vous avez vécu autre chose, parce que vous expérimentez autre chose. Tel est le moment dans le cheminement. Je vous partage ma réalité dans mon cheminement spirituel, le cheminement spirituel qui est le mien maintenant. J'espère qu'il vous aura en tout cas apporté un autre regard, qu'il aura contribué à votre propre cheminement. Je vous envoie toutes mes bénédictions et toute ma lumière pour la suite de votre chemin.